Bonjour Émeric Clair, Bonjour Louis-Étienne. vous êtes directeur de Fidesco depuis 5 ans. Fidesco, brièvement pour ceux qui ne connaissent pas, est une organisation catholique de solidarité internationale. Mmh. Fidesco envoie des volontaires qui mettent leurs compétences professionnelles au service de projets de développement mis en œuvre par l'Église locale dans les pays du Sud. Mmh. Alors avant d'aller plus avant sur Fidesco, donc vous-même, vous êtes marié, père de famille, vous êtes ancien volontaire Fidesco à Madagascar. Mmh. Comment êtes-vous devenu directeur de Fidesco? Pourquoi? Alors, d'abord parce qu'on m'a appelé. D'abord parce qu'on m'a appelé, donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant, mais j'ai envie de dire que l'aventure, elle commence, en 2000, où, finissant mes études, tout jeune marié, avec mon épouse Kitry, nous partons en mission à Madagascar et cette expérience, missionnaire à Madagascar, ça a vraiment été une expérience fondatrice pour nous, pour notre couple, dans notre vie conjugale, dans notre vie personnelle et c'est quelque chose qui a, voilà, bouleversé, le reste de notre vie. Et vous y êtes même resté plus longtemps que les 2 ans habituels, c'est ça, hein? Je Oui, crois que vous avez on a fait une... prolongé d'une année. Normalement, on est parti pour 2 ans et finalement, on est resté 3 ans. Heu, voilà, Donc bien mordu. donc bien mordu. Et Bien puis quelques années plus tard, quelques années plus tard, donc on a participé à enfin, on a donné un coup de main à la formation des volontaires, en préparation pour le départ. mhm, Voilà et puis on nous a demandé d'être responsable pays pour Madagascar, c'est-à-dire de nous occuper du suivi des volontaires et des missions, de Madagascar. Voilà, ça c'était en d'accord. 2010. Hem, donc la mission a continué, la mission en tout cas pour Fidesco a continué de cette manière-là et puis, fin 2015, début 2016, le modérateur, général de la communauté de l'Emmanuel de l'époque, Laurent Landette, m'a passé un coup de fil en me disant, voilà, le directeur actuel, s'en va, part sur d'autres missions et on a pensé à toi. Voilà, donc ça a été un appel, j'y avais jamais pensé. Vous faisiez Heu, quoi à l'époque? alors à l'époque, j'étais DRH dans un groupe de santé, Ah oui, rien à voir. donc rien à voir. Très bien. Rien à voir. Voilà, mais évidemment, ça a piqué en moi, voilà, en tout cas, ça a réveillé en moi ce désir de mission, même s'il n'était pas éteint, la mission prenait d'autres formes, hein. Mais, ce désir de mission, cette forme particulière, cette mission qui est portée par Fidesco, qui, j'imagine Mhm. qu'on va en parler, mais qui est une mission, très particulière. Et puis voilà, donc, Et ça puis c'était parti. et puis c'était parti. Alors, Fidesco a été créé, donc vous le disiez, par la communauté de l'Emmanuel. Et donc c'est une association, une mission portée par la communauté, et fondée il y a 40 ans, en 1981. Donc c'est donc un jubilé un peu cette année, quelque part. Racontez-nous en quelques mots comment est né Fidesco. Alors Fidesco naît en 1980 à 80, Rome, pardon. au cours du synode de la famille. En fait, on fête les 40 ans cette année qu'on aurait dû fêter en 2020, mais on a repoussé tous les événements, À cause du donc Covid. à cause du Covid. Très Voilà. bien. Voilà, Fidesco naît à Rome, synode de la famille, octobre 1980, si ma mémoire est bonne. Des évêques africains sont réunis à Rome. Il y a des jeunes de l'Emmanuel qui sont là et en voyant les jeunes vivre leur foi, les évêques de l'Afrique de l'Ouest qui étaient présents leur disent, on a des volontaires, on a des coopérants, on appelait ça coopérants à l'époque. On a des coopérants qui viennent nous aider sur le terrain, qui sont des agronomes, des médecins, des ingénieurs, qui sont bourrés de compétences. Mais finalement, il manque une dimension, ils témoignent de pas grand-chose. Et vous, quand vous voit là aujourd'hui, vous avez ces compétences, ingénieur, agronome, médecin, et cetera, et vous vivez de quelque chose, vous témoignez de quelque chose, vous témoignez de Dieu. Et en fait, on a besoin de jeunes comme vous qui ont des compétences, qui peuvent travailler pour nos diocèses, dans le développement auprès des plus pauvres, mais qui en même temps témoignent de quelque chose. Et Fidesco est né comme ça et tire son nom de là d'ailleurs, c'est-à-dire fides pour foi et co pour coopération. Donc les 2 facettes d'une même pièce, la foi au service de la coopération et la coopération au service de la foi. Voilà. C'est très clair. Merci, Émeric. Pour accompagner habituellement, il y a 200 volontaires, hein, sur le terrain. Alors, on Mmh, va voir mmh. qu'il y en a un petit peu moins à cause de la crise sanitaire, mais actuellement. Mais vous avez aujourd'hui une équipe d'une quinzaine de salariés permanents, Ouais, ouais. pour discerner avec eux leurs projets de départ en mission, les former, les suivre sur le terrain. Vous avez un réseau de 50 bénévoles qui participent aux formations et puis qui suivent aussi les missions Mmh, et les mmh, volontaires. mmh, Vous êtes présent dans 25 pays. mmh. Les volontaires partent en général pour 2 ans. Ouais. Pourquoi faire précisément? Ils partent pour quel type de mission?
Alors, ils partent sur des missions très générales, très diverses. On a des missions dans la santé, on a des missions dans l'éducation, on a des missions dans l'agronomie, on a des missions dans la gestion, dans l'aide aux personnes vulnérables, que ce soit des enfants de la rue, des personnes handicapées, voilà. C'est très divers. En fait, vous parliez de la formation. En fait et on sensibilise, à travers cette formation. Notre but, c'est d'envoyer des missionnaires. Notre but, c'est d'envoyer des laïcs missionnaires, donc au service de la mission, qui vont se donner, servir là où il y a besoin d'eux, en préférence ou en premier pour les personnes pour les personnes les plus pauvres, voilà, dans des contextes d'église, dans des projets de développement qui sont portés par l'église. Voilà et j'insiste sur la formation parce que c'est tout le challenge de cette formation et de ce qu'ils vont vivre après pendant la mission. Finalement, Fidesco forme des chœurs missionnaires. Hem, Quelqu'un me disait récemment, en fait, je présentais Fidesco comme une école de vie et en Mmh. fait, c'est pas du tout ça. Fidesco, c'est une école de sainteté, et c'est vraiment en tout cas pour les volontaires qui partent, la démarche qu'on essaye qu'on met en œuvre. Le volontaire qui part sans savoir son lieu de mission. C'est-à-dire, on l'envoie là où il est appelé et il dit oui à la mission. Oui, je m'engage pour partir 2 ans sans savoir ni où il va aller, ni ce qu'il va faire. Donc il y a une forme de disponibilité extrêmement forte à la mission et il me semble que Ils vous c'est font là où carte blanche, quoi. il nous donne carte blanche. Et en fait, tout le travail qui est fait pendant cette période de préparation et puis qui va perdurer au cours de la mission, c'est justement cette espèce de lâcher prise, cette espèce d'abandon. On va dire, il y a quelque chose de spirituel là-dedans, c'est une démarche de conversion spirituelle, Mmh. de se dire, en fait, je m'en remets, alors à Fidesco, j'espère un peu plus qu'à Fidesco, mais je m'en remets à l'Esprit Saint et je change, oui, je change mon regard, ma réflexion, ma façon de penser, mon cœur, jusqu'à dire, bah, en fait, Seigneur, je suis disponible. Je suis disponible et voilà, c'est ce qu'on appelle, forger un cœur missionnaire pour partir, là où il y aura besoin d'eux et puis pour cette expérience, cet esprit missionnaire, de l'incarner. C'est-à-dire que ça va passer évidemment par la tête, ça va passer par le cœur et puis ça va passer par une incarnation très concrète, hein. Au moment où ils vont partir sur une mission qu'ils n'ont pas décidée, sur une mission qu'ils n'ont pas choisie, le fait de partir, cette espèce d'exode qui se vit en mission, en se disant: «Bah, je pars à l'autre bout du monde pour, dans un pays, où je ne connais ni la langue, ni la culture, ni les façons de faire, voilà, ni le climat, où je vais être déstabilisé sur plusieurs choses, pour me mettre au service». Il y a cet exode et cette disponibilité à la mission très incarnée. Cela dit, quand je vous entends, cette dimension, missionnaire, hein, de disponibilité est presque plus importante que la dimension professionnelle? Elle est, comment ça s'articule? Alors, je pense que ce qui est premier, c'est effectivement cette dimension missionnaire. Ce qui est premier, c'est ce cœur missionnaire et c'est ce désir de se donner, de se mettre au service, de rencontrer, de vivre avec des frères, qu'on ne connaît pas, voilà, ça, c'est vraiment ce qui est premier. La conséquence de ce qui est premier, c'est un engagement professionnel. Donc effectivement, les volontaires qui partent mettent leurs compétences dans des projets, de développement qui sont professionnels. Donc on envoie les médecins vont être médecins, en fait, ce cœur missionnaire, il s'incarne dans quelque chose de précis et il s'incarne dans, l'apport de compétences et dans un travail très concret et très précis et puis il s'incarne aussi dans une vie, ecclésiale locale, dans une vie fraternelle locale, dans la rencontre avec les personnes. En fait, au final, les volontaires qui partent, c'est ce qu'on leur dit avant de partir, hein, dans la charte Fidesco, ils partent pour aimer les personnes auprès desquelles ils sont envoyés et les aimer de façon très incarnée, leur travail, leur vie, personnelle, voilà, les liens interpersonnels dans toutes leurs dimensions. Ça veut dire que vous êtes moins exigeant sur les compétences professionnelles que sur le cœur missionnaire, comme vous dites? Il y a une forme d'exigence qui est moindre ou parce que
j'allais dire, les pays du Sud, ils ont aussi besoin de vraies compétences professionnelles, non? Oui, oui. Non, tout à fait, les pays du Sud ont besoin, c'est que ce que je vous disais, on envoie des médecins qui vont pratiquer la médecine, on envoie des gestionnaires, on a de la chance Mmh. d'avoir beaucoup de gens très compétents qui viennent, se présenter, heu, pour partir en mission. C'est pas que l'exigence est moins forte, au contraire, l'exigence professionnelle, elle est là et on envoie des gens Elle qui ont demeure. des elle demeure Ouais. et des gens qui ont un job à faire et qui ont un job, pour permettre aux populations locales de se développer, enfin de Mmh. grandir en développement. Donc l'exigence, elle est là. Quand je dis que c'est premier, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait la différence, et c'est peut-être et c'est ça la particularité de Fidesco par Mmh. rapport à plein d'autres organismes d'envoi de volontaires qui existent, qui font de la coopération technique, donc qui envoient des compétences. Ce qui fait la particularité de Fidesco, c'est que avant, alors pas en quand je dis premier, c'est-à-dire c'est un préalable. Ça ne veut pas dire que ça diminue le niveau d'exigence D'accord. professionnelle, mais Mmh. avant, avant l'application de compétences professionnelles, c'est d'abord ce cœur missionnaire qui met en mouvement et qui fait que des personnes qui ont des compétences peuvent se donner aussi pleinement, Mmh. dans un métier. Alors, Émeric, une question me taraude quand même, et on doit vous la poser assez souvent. Fidesco propose de partir en mission au loin, d'aller servir les pauvres au loin, Mmh, mais les pauvres ou des personnes en difficulté ou des personnes qui ont besoin de nous, on en a près de chez nous. mmh. Alors, aujourd'hui, euh, on promeut les circuits courts, on promeut le local. Est-ce que ça a encore un sens de partir au loin? Ouais. Si oui, pourquoi? Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui nous est souvent posée. On a souvent des personnes qui nous disent, hein, effectivement, pourquoi aller à l'autre bout du monde alors que il y a des pauvres qui sont en bas de chez moi, il y a des SDF dans la rue, il y a des migrants, il y a des voilà, il y a plein de choses, voilà. Et en fait, ça pose quand même la question de se dire la mission, ce qu'on appelle dans l'Église la mission ad gentes pour le monde. euh, Est-ce que c'est encore, utile dans ce contexte-là? D'autant plus, alors je vais un peu plus loin dans la question, d'autant plus que, dans les pays en voie de développement, il y a des middle class, il y a des compétences, il y a des gens qui sont sortis des rangs, qui se sont, voilà, qui se sont développés, et donc pourquoi pas finalement, chacun s'occupe de ses pauvres, hein, Hmm. les Français s'occupent des pauvres Français, les Camerounais s'occupent des pauvres Camerounais et les Péruviens s'occupent des pauvres Péruviens. Donc c'est une vraie question qui nous est souvent posée. Oui, et encore plus qu'avant. Et encore plus qu'avant parce que cette mission à Gentes, elle existe depuis les premiers temps, elle est inhérente à l'Église. C'est-à-dire les premiers apôtres, bah, ils sont partis, ils ont été sur le bassin méditerranéen, et ça fait partie, et au-delà de l'évangélisation, de la mission qu'ils ont portée autour d'eux, euh, Jésus nous dit dès le début, allez deux par deux et annoncez la bonne nouvelle. Partez, quittez vos pays. Enfin, si je reprends la phrase d'Abraham, cette notion d'exode dans la mission, Abraham, va, quitte ton pays pour le pays que je te montrerai. Voilà, il y a cette notion de déplacement, d'exode intérieur qui est vécu dans la mission. Et qui est absolument indispensable. Et alors il nous disait oui, parce que c'est inhérent À l'évangile. à l'évangile et à la vie missionnaire. Hmm. Euh, et encore plus aujourd'hui, dans un monde qui s'est globalisé, qui est devenu, on va dire, à la fois un grand village où tout est connecté, tout est interconnecté, voilà, sans véritable rencontre. Sans véritable rencontre, c'est-à-dire que les gens, on va dire, sont juxtaposés, les informations circulent à une vitesse incroyable, il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, toute la planète a l'information dans les 10 minutes qui suivent. Mais en fait, on ne se connaît pas. On est juxtaposés les uns aux autres, et que justement, cette mission euh, d'aller vers l'autre, qui est différent, voilà, et qui est mon frère, et d'incarner cette réalité de fraternité dans un monde qui est aujourd'hui un grand village, elle est encore plus importante aujourd'hui. Voilà, et Donc, puis, en ce sens-là, Fidesco contribue le pape, dans sa lettre Tous frères, Fratelli Tutti, dit la mondialisation nous a rapprochés, mais ne nous rend pas frères. Là, vous dites il est important d'aller là-bas pour non seulement se rapprocher, mais être frère ou se rencontrer vraiment, parce que la oui, rencontre par les médias, c'est pas une vraie rencontre, c'est ça? oui, exactement. Et que globalement, si je refais le schéma, la paix dans le monde, elle est possible que si on se respecte, si on s'aime, si on voilà. Donc la paix dans le monde, elle nécessite une vie fraternelle, de se Mhm. rencontrer, de s'aimer, voilà. Et cette vie fraternelle, elle nécessite la rencontre.
Et Se la connaître. rencontre, c'est pas seulement à travers des réseaux sociaux. On a l'impression de, enfin, on va pas se lancer dans un débat sur les réseaux sociaux, mais on a l'impression de se rencontrer. Mais en fait, la rencontre, c'est là encore, c'est quelque chose d'incarné. Le physique, ouais. Le physique, Mmh. voilà. Et donc sur cette question, pourquoi aller au loin alors qu'il y a tellement de choses à faire auprès, je pense qu'il y a une vigilance quand même à avoir sur cette question, c'est de pas opposer les choses, de Mmh. pas mettre des échelles sur la légitimité, déjà sur le type de pauvreté, sur la légitimité d'aller à tel endroit ou à tel autre endroit. Je pense que, alors c'est surtout une question d'appel. La mission, c'est partout, c'est à côté, c'est au loin, et c'est d'abord une question d'appel. L'appel personnel. D'appel personnel, Mmh. voilà, et puis en fonction aussi de son état de vie, son contexte de vie, Mmh. voilà, de sa santé, de tout n'est pas possible pour tout le monde, donc le Seigneur parle aussi à travers des choses, très concrètes. Donc de ne pas opposer les choses et quand même avoir une vigilance. Alors comme vous disiez, la notion de circuit court, consommer local, etc., a révélé beaucoup de choses et quelque chose d'important. Ça pourrait avoir un risque de repli sur soi. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que que le pape Paul VI, dans son encyclique Popularum Progressio, euh, mettait le doigt là-dessus. Donc en 1967, hein, il écrit cette encyclique sur le développement des peuples, Mmh. et il met en garde en disant attention contre la nationalisation de la charité. Euh, Encore une fois, le monde est un grand village. Qu'on soit pas replié chacun chez soi sur ses actions de charité, sur ses pauvres, voilà. Mais en fait, il faut avoir un cœur et une vision qui est qui est global, qui intègre tout. Voilà. Et il n'y a pas d'opposition entre. Il y a autant besoin, effectivement, de prendre en charge le SDF qui est dans la rue en bas de chez soi que l'enfant qui meurt de faim à l'autre bout du monde. Voilà. Tout est nécessaire. Maintenant, c'est une question d'appel à discerner pour chacun. Le 20 mars dernier, Fidesco a pu rencontrer le pape François Mm, mm. à l'occasion de ses 40 ans. Donc vous étiez une quarantaine de permanents et de responsables pays. Qu'est-ce que le pape vous a dit? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? C'était effectivement, on a eu beaucoup de chance, c'était un grand moment. C'était à l'occasion des 40 ans, de l'anniversaire des 40 ans de Fidesco. On devait être plus nombreux à l'origine, hein. On devait être 300, avec des anciens volontaires, avec beaucoup de monde. Le contexte pandémique a fait que nous avons dû revoir notre copie. Néanmoins, on est voilà, dans l'action de grâce d'avoir pu vivre cet événement, d'avoir pu être reçu personnellement par le Saint-Père, et ça a été un grand moment d'émotion. Heu, Qu'est-ce que le Saint-Père nous a dit? En fait, il nous a encouragés dans notre mission, premièrement. Il nous a dit beaucoup de choses. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne aussi du temps pour intégrer, assimiler ce que nous a dit le Saint-Père. Et puis, ce qui est formidable, c'est que d'une certaine manière, on a une feuille de route là pour Fidesco qui a été fixée directement par le Saint-Père. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Mais je retiens à chaud comme ça, je retiens quatre choses. Première chose, il a insisté sur le souci du bien des autres en disant, quand vous partez en mission, ce qui est premier, c'est le souci des autres, du bien des autres auxquels vous voulez travailler. Une deuxième chose que je retiens, c'est un appel à rester ancré dans une vie spirituelle, où le Saint-Père dit, alors je le redis avec mes mots, c'est pas les siens, hein, mais que en fait, pour rester dans l'enthousiasme, dans dans la joie, dans le dynamisme missionnaire et le dynamisme de la fraternité, en mission, il y a une nécessité absolue de rester ancré dans une vie de prière, dans une vie personnelle, de relation personnelle avec le Christ, parce que c'est ça qui va aider à passer les difficultés, les souffrances, la solitude, tout ce qui est aussi inhérent à la mission et qui est vécu par les volontaires missionnaires sur le terrain. Mmh. Voilà, deuxième chose. Troisième chose, moi j'ai été très touché par ça. Alors il en parle beaucoup dans ses encycliques et dans ses discours, hein, mais il nous l'a redit personnellement. Il nous a parlé de la compassion et de la tendresse, en nous disant je vous appelle à être, voilà, à entendre le cri des pauvres, à vous laisser bouleverser par ce cri des pauvres.
et à et à exercer la tendresse. Et j'ai été frappé par ce mot tendresse, parce que c'est un mot, souvent on entend parler de compassion. Tendresse, il en parle, mais moi il m'a frappé particulièrement, et donc je me suis dit en rentrant, mais en fait qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'on entend par tendresse? Donc j'ai été regarder dans le dictionnaire la définition du mot tendresse. Et en fait, non mais ça m'a dit beaucoup de choses, et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. La tendresse dans le dictionnaire, c'est quelque chose de très concret, de très incarné. C'est une main, une caresse, une étreinte, un ton de voix. En fait, c'est quelque chose de corporel, d'incarné profondément dans le corps. Et en fait, il me semble que ce qui nous a invités et ce qui nous a encouragés à faire, c'est de passer de cet élan compassionnel du cœur, hein, où voilà, on voit dans ceux qui partent, il y a cet élan compassionnel de se dire j'ai envie, je suis touché par la souffrance de mes frères, et j'ai envie de mettre quelque chose en œuvre pour aller vers eux. Eh bien, il me semble qu'en parlant de tendresse, il nous dit, bah, du cœur, ça va passer dans le corps. Et en fait, ça passe par des choses très concrètes qui Dans des sont gestes, dans des gestes. Dans des gestes, il nous a invités à aller toucher les plaies des pauvres. Voilà, alors évidemment aussi au sens figuré, mais en fait, à nous impliquer avec notre corps concrètement dans la mission et dans le service de ses frères. En acte, quoi. En acte très incarné et très fort. Alors justement, sur cette invitation à voir le bien des autres, aujourd'hui, les besoins des pays du Sud ont-ils beaucoup changé par rapport aux besoins d'il y a 40 ans? Alors oui, évidemment. Oui, évidemment. Enfin, oui et non. Oui, évidemment, il y a 40 ans, le contexte de l'époque, on était dans une phase de nouvelles indépendances. Euh, les problématiques de l'époque étaient très liées à la faim dans le monde. Si je le fais court, globalement, après la période de décolonisation, il faut bien forcer de constater, alors sans entrer dans des débats pour savoir ce qui était bon ou pas, mais c'est que le job d'autonomie, d'indépendance réelle des pays que les pays colonisateurs ont quittés bah, n'était pas complètement abouti. Et il y avait des réelles problématiques de nourrir les populations, évidemment la santé, voilà. Donc la mission de l'époque, le contexte de l'époque, c'était d'abord résoudre, travailler à éviter des famines. On va dire que c'était de l'urgence immédiate. Depuis, tous ces pays ont largement grandi, évolué. Certains se sont beaucoup développés. Il y a des économies locales qui se sont créées, il y a des initiatives locales, il y a des formations locales, il y a l'apparition de middle class qui sont apparus. Voilà. Alors le job n'est pas terminé et c'est là où le travail de développement, ça va être dans ces pays-là beaucoup d'accompagnement de ces choses qui ont germé et qui sont en train de pousser, qui ne sont pas encore complètement adultes, mais qui ont déjà bien germé. Et puis malheureusement, il y a d'autres pays dans lesquels la situation est encore plus dramatique ou aussi dramatique qu'il y a 40 ans, où là, le développement et le service du développement, c'est vraiment de l'aide aux populations les plus démunies. D'urgence, souvent de l'aide d'urgence. Voilà. Alors, on ne fait pas d'aide d'urgence à proprement parler, comme certaines associations qui interviennent directement dans des conflits ou juste après des conflits. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait appeler, oui, d'urgence, dans le sens des personnes qui n'ont pas à manger, leur donner à manger, des systèmes de santé qui n'existent pas, de prendre en charge les maladies les plus courantes, voilà, du premier soin, on va dire. Et là, il y a des très grandes différences suivant les pays. Et il y a d'énormes différences en fonction des pays. Il y a d'énormes différences. La manière de répondre à ces défis, vous disiez le contexte politique, décolonisation, 40 ans après, ça a beaucoup changé. Est-ce que la manière de Fidesco d'y répondre a aussi changé en 40 ans? Alors, sur le fond, non. Parce qu'on garde toujours cette intuition et ce mouvement de départ qui est je pars vers mon frère, me mettre à son service et l'aider à grandir et à se développer. Après, sur la forme, évidemment, on est issu, on va dire,
Il y a 40 ans, globalement, la solidarité internationale, c'était des compétences qui étaient dans les pays du Nord, des capitaux qui étaient dans les pays du Nord, et la solidarité internationale, c'était grosso modo les pays du Nord qui vont aider les pays du Sud, avec des flux, voilà. Dans le volontariat, c'était des coopérants du Nord, issus de pays du Nord, qui allaient aider dans le Sud. Aujourd'hui, finalement, la carte n'est plus du tout la même. On voit qu'il y a tout un panel de situations très variées, qu'il y a des bonnes volontés et qu'il y a des compétences présentes partout dans le monde. Et donc, j'ai envie de dire, ce flux d'aide et de solidarité internationale, il est dans tous les sens. Il est dans tous les sens. On a envoyé, très concrètement, pour être un peu plus concret, on a envoyé des volontaires africains dans d'autres pays d'Afrique en mission. On a eu plusieurs expériences comme ça. On a eu des Ivoiriens qui sont partis en RDC, en Guinée. Voilà, on a eu un certain nombre d'échanges entre pays Sud-Sud. sud-sud. Et puis là, plus récemment, on a lancé une nouvelle forme aussi de cette même mission, qui est le volontariat, enfin la mission Sud-Nord, c'est-à-dire c'est des Africains. Alors pour l'instant, c'est des Africains, mais demain, probablement des gens originaires d'Asie, d'Amérique du Sud, qui viennent en mission en Europe, en France, dans la même démarche que le volontaire Fidesco qui se rend disponible pour la mission en partant loin de chez lui, en vivant cet exode. Et ben, ils vivent exactement la même chose en venant en mission ici en France, se mettre au service des plus pauvres qui sont ici en France. Et alors, ça, c'est révolutionnaire comme fonctionnement. Forcément, Oui, c'est assez différent d'il y a quelques années. oui, oui, c'est... C'est encore embryonnaire ou c'est très développé? Alors non, c'est plus qu'embryonnaire, c'est pas encore très développé. Aujourd'hui, on est quand même, on est dans la phase de lancement. Je pense que ça fait appel à cette conviction que la mission est faite pour tous et que la mission est multidirectionnelle dans tous les sens. Euh, et on voit la richesse aujourd'hui. On est plutôt, c'est une expérience et c'est quelque chose qui s'est lancé récemment, mais on est en train de découvrir la richesse de ce qui est en train de se vivre dans cet échange. Et en fait, quand vous disiez c'est révolutionnaire, en fait, ça change aussi un peu notre regard sur la solidarité internationale, parce qu'en fait, ça incarne le fait, alors, qu'il y a autant à recevoir qu'à donner. Ou il y a autant à donner qu'à recevoir, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Mhm. Alors, c'est l'expérience que font les volontaires sur le terrain, hein. Ils partent depuis 40 ans, ils partent pour donner, pour servir, en se disant j'ai quelque chose à apporter sans prétention, mais et puis ils font l'expérience que, évidemment, ils reçoivent beaucoup plus, qu'ils reçoivent des frères, qu'ils apprennent et qu'ils reviennent grandis d'une manière, et c'est eux qui repartent en disant merci à ceux auprès desquels ils sont venus servir. Donc, ils le vivaient. Mais là, j'ai envie de dire, ça prend une dimension collective, et le fait de réaliser qu'on reçoit autant qu'on donne et qu'on ne peut pas donner sans recevoir, ni recevoir sans donner, que voilà, bah, ça devient une expérience qui est beaucoup plus collective. Mm. Et c'est de nature à changer. Il y a les relations entre le Nord et le Sud ou à y contribuer. On sait que les relations entre les anciens colonisateurs et les Mm. anciens pays colonisés sont toujours Mm. sensibles. Mm. Les débats existent dans les pays du Sud, existent aussi dans les pays européens, en France en particulier. Est-ce que, comment vous vous situez par rapport à Mm. ces débats enfin, c'est peut-être pas votre question, Mm. mais en tous les cas, je veux dire, on est marqué par ça, de Mm. la relation aidant-aidé. On est marqué par notre histoire, par un éventuel complexe ou de supériorité ou Mm. d'infériorité. C'est des Ouais. réalités que vous appréhendez comment à Fidesco? Alors, c'est des réalités qu'on constate. Effectivement, l'histoire qu'on a en commun a marqué, a laissé des traces positives, négatives, a laissé un héritage, voilà, des blessures. Et donc ça, j'ai envie de dire, on rentre pas dans le débat de savoir si c'est bon, pas bon, voilà. Par contre, on en prend acte et on le prend en compte, en particulier dans la formation de nos volontaires, mais aussi dans le choix des missions, dans l'accompagnement des projets sur place. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, sinon on fait des bourdes monumentales et en fait, on fait le contraire de ce qu'on voulait faire à la base. Mm. Donc on le prend en compte. Après, comment on vit ça? On se dit surtout que l'histoire n'est pas finie. Qu'on est aujourd'hui en train que cette histoire commune, de toute façon, elle est bonne. Pas forcément dans ce qui s'est passé dans l'histoire, hein, mais que le fait d'avoir une histoire commune est quelque chose à la fois d'inévitable
et de bon. Et de bon, il ne s'agit pas de vivre séparés les uns des autres, cloisonnés les uns des autres, voilà. Et c'est bon, et on est en train de construire aujourd'hui à la fois notre histoire commune qui marque l'actualité et le présent, et puis notre histoire commune qui va marquer et qui va laisser des traces pour l'avenir. C'est là où ces expériences de solidarité internationale, on va dire multidirectionnelles, redonnent aussi et font passer le message de façon là aussi très incarnée qu'on a autant à recevoir qu'à donner. Mmh. Et donc, on n'est pas juste, nous, des pays qui arrivent et qui avons des leçons à donner, des choses à apporter sans avoir rien à recevoir, mais qu'en fait, on a aussi besoin d'eux. C'est l'expérience que font, comme je vous disais, les volontaires, de se dire la main qui donne, en fait, la main qui reçoit, la main qui donne, exactement, n'est pas au-dessus de celle qui reçoit. Et souvent, d'ailleurs, le processus, c'est un espèce de... Ça se mélange et puis ça s'inverse. Je suis très marqué, moi, et les volontaires en font souvent l'expérience, par Charles de Foucault, qui, au désert, se retrouve récupéré à moitié mort par les Touaregs, qui lui sauvent la vie. Et en fait, c'est à partir du moment où il a eu besoin, et il a été totalement dépendant vis-à-vis de ceux qu'il était venu rencontrer, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a quelque chose qui naît de nouveau dans la relation. Qui naissent de nouveau dans la relation et qui naissent dans la mission de Charles de Foucault. Ouais. Voilà, donc c'est ce mélange des mains. C'est cette expérience de Mission Sud-Nord, je pense que ça incarne de façon moins individuelle mais plus collective cette réalité-là. Et donc concrètement, par exemple, sur ces personnes du Sud qui viennent aujourd'hui en France, ils sont dans quel type de mission ? Alors, combien sont-ils Alors aujourd'hui, cette année, malheureusement, ils ne sont que 2. Ils devaient être 6 à venir cette année. Originaires de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Rwanda. Dans le contexte sanitaire, on a eu la chance de pouvoir faire venir les 2 Rwandais. Donc 2 jeunes Rwandais, Laura et Aimé. Laura, elle, est envoyée en mission chez Simon de Sirène. Dans une maison... vous connaissez Simon de Sirène. Voilà. Et Aimé est envoyé en mission auprès de l'association Aux Captifs la Libération, où il travaille la journée là-dessus, et il est logé dans une colloque solidaire de l'APA, de l'Association pour l'Amitié. Voilà. Magnifique. Vous parliez du contexte sanitaire. Habituellement, il y a 200 volontaires sur le terrain. Oui, grosso modo. Aujourd'hui, ils sont 170 avec les difficultés liées à la crise sanitaire. Quelles sont les conséquences concrètes de la crise pour vous ? Quel est l'impact ? Qu'est-ce que ça change ? Comment ça bouscule Fidesco ? Alors, 3 choses. J'ai envie de dire, la première chose, ça bouscule d'abord la mission sur le terrain. Force est de constater, je pense qu'on n'a pas encore mesuré l'ampleur des dégâts, mais de la fragilisation des économies qui sont déjà à la base fragiles, de la fragilisation des rapports sociaux, des sociétés du Sud dans lesquelles on travaille. Je pense que les pays pauvres vont être, malheureusement, encore une fois, les premiers à souffrir, à payer de façon la plus violente et la plus dure cette crise sanitaire. Pourtant, on a l'impression que l'Afrique est plutôt moins touchée d'un point de vue sur la pandémie. Alors, c'est une réalité Oui, je pense que globalement, c'est une réalité. C'est-à-dire ils sont moins touchés directement par la maladie. Alors, même si la maladie est présente partout. Par contre, effectivement, le nombre de morts est quand même en proportion plus inférieure. Non, je pense que là où surtout ils sont touchés, c'est cette période de gel qu'on a connue. Donc, des économies qui sont en train de s'écrouler, des jeunes entreprises naissantes encore fragiles dans ces pays-là, qui ont été laminés, toute cette économie informelle qui est malgré tout à la base d'un développement économique, tout ça a énormément souffert. Et les emplois, j'ai envie de dire, on a de la chance, et tant mieux en France, d'avoir pu être soutenu, d'avoir eu des politiques de soutien à l'emploi, d'avoir eu du chômage partiel, d'avoir eu des aides pour les entreprises. Tout ça, ça n'existe pas dans ces pays-là. Donc ils se prennent un truc de façon beaucoup plus violente. Voilà. Et donc,
on voit déjà aujourd'hui les conséquences sociales sur le terrain, et je pense qu'on va les voir de façon encore plus forte dans les années qui vont venir. Donc la première chose, c'est que Premier impact Covid. premier impact Covid, c'est vraiment terrain. le terrain et le besoin qui se fait encore plus criant et encore plus fort de cette solidarité avec eux. Deuxième impact, alors, qui concerne nos volontaires sur le terrain, c'est qu'effectivement leur mission a un peu évolué. Alors là aussi de façon très différente, très hétérogène. Certains volontaires ont été confinés, il y a eu des couvre-feux, il y a eu des missions qui ont été à l'arrêt. Et donc leur présence sur place a pris une dimension complètement différente. Effectivement, moins dans l'action professionnelle que dans la présence et dans le fait simplement d'être là pour vivre cet événement douloureux avec eux, simplement, en frères. Voilà, donc quelque chose qui a fait grandir beaucoup la fraternité. Et puis d'autres volontaires, là pour le coup, notamment tous ceux qui travaillent dans le secteur médical, qui ont été, là pour le coup, complètement, leur mission a été une ampleur. Voilà, au Lesotho, un de nos volontaires médecins est devenu référent Covid pour l'ensemble du pays. Notre dispensaire Saint-Gabriel de Matoto en Guinée, là aussi, a eu un rôle important dans la gestion de l'épidémie. Voilà, tout ça, ça a eu des impacts là-dessus, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, troisième impact, plus à notre niveau, nous, dans l'ouverture de missions, dans l'envoi des volontaires. On a eu une année quand même très compliquée parce que la plupart des pays étant fermés, les systèmes de visa, voilà, on a eu des difficultés à envoyer les volontaires sur le terrain. Donc des personnes qui avaient été formées au cours de l'année précédente, qui avaient été envoyées en mission, et puis qui ont eu beaucoup de mal à rejoindre leur Certains n'ont pas pu partir. Certains n'ont pas pu partir, certains ont renoncé finalement. Peu. Globalement, vous avez réussi à envoyer. Globalement, on a envoyé 90%, 80-90%, j'ai pas fait les calculs exacts, mais des volontaires. Et comment vous voyez l'année qui vient, du coup? Parce qu'on n'est pas complètement sorti de la pandémie. Oui. Mais en même temps, on voit aussi le bout du tunnel avec le vaccin. Oui. L'année qui vient, je pense que ça va être une année d'adaptation. Alors là aussi, de comment est-ce qu'on poursuit la mission? Parce que, pour dire les choses simplement, des questions se sont posées. Cette année, est-ce qu'on est encore en mesure de continuer notre activité, d'envoyer des missionnaires sur le terrain dans une période comme celle-ci? Alors, on a pu le faire, voilà. Mais la question, c'est comment on va le faire demain? Comment on va le faire cette année, pour cette année qui vient? Et en fait, qu'est-ce que ça change dans notre façon de faire, dans nos process, voilà, ça vient bouleverser nos habitudes et voilà, il faut qu'on apprenne à marcher dans cette nouvelle situation post-Covid. Pour terminer notre entretien, Aymeric, quelles sont vos plus grandes joies comme directeur de Fidesco? Elles sont nombreuses. Quelques-unes. Quelques-unes. Une ou deux, au moins. Ouais, une ou deux. Non mais alors, déjà, ma plus grande joie, c'est ma joie quotidienne de la mission. C'est-à-dire que diriger Fidesco, c'est un métier formidable. Et je me réjouis tous les jours d'avoir la chance de pouvoir faire ça, de pouvoir être, voilà, d'avoir cette mission-là. Première chose. Après, des joies un peu plus concrètes. Une joie, c'est d'avoir accueilli Laura et Aimé, de les suivre un peu plus particulièrement cette année, de voir leur rapport de mission, leur retour sur la mission qu'ils font, et puis des choses toutes simples, leur vision de ce qu'ils vivent, de la France, de notre culture, voilà, ils sont surpris par des choses, nous, qui nous surprennent dans notre culture, et donc de voir qu'en fait, cette rencontre interculturelle ou ce décalage, ce choc culturel qui est vécu par les volontaires en mission, en fait, il est vécu de la même manière dans l'autre sens, et c'est voilà, c'est une joie d'accompagner ça. C'est toujours une joie chaque année de voir l'évolution des volontaires. Alors, j'ai envie de dire, l'évolution quand ils arrivent, quand ils toquent pour la première fois à la porte de Fidesco, de voir les merveilles que fait le Seigneur
déjà sur cette première année de formation où on les voit grandir, on voit des choses incroyables qui se passent. On voit vraiment des choses incroyables qui se passent. Et quand on parle de former, forger ce cœur missionnaire, alors il y a notre travail bien sûr concret de formation auquel on travaille, mais en fait le Seigneur travaille et on voit des parcours absolument phénoménaux jusqu'à la session d'envoi par El Monial. On a l'habitude de vivre une effusion de l'esprit, de proposer en tout cas aux volontaires une effusion de l'esprit, puisque c'est l'Esprit Saint qui guide la mission au cours de la session d'envoi. Et en fait, souvent, c'est à ce moment-là qu'on réalise le chemin qui a été vécu par les volontaires. Et puis après, de les voir grandir aussi eux-mêmes en mission, de les voir revenir de mission. Différents, transformés, avec un regard, une ligne d'horizon qui a changé. Voilà, ça c'est toujours une joie. Les week-ends retour où on réaccueille les volontaires, c'est vraiment toujours une grande joie. Voilà. Et puis après, les joies, c'est de voir, soit à travers le témoignage des volontaires, soit à travers les voyages terrain que j'ai eu l'occasion de faire, de voir l'action concrète et les fruits concrets que porte l'action de nos partenaires et de nos volontaires sur le terrain, qui changent des vies. Là aussi, c'est très concret. C'est des enfants, c'est des sourires d'enfants, c'est des gens qui ont été soignés, guéris, qui seraient peut-être plus en vie si on n'était pas intervenu. Voilà, et de voir ces actions très concrètes. J'imagine que tout n'est pas rose tous les jours. Non. Quelles sont les difficultés ou les peines d'un directeur de Fidesco? Les difficultés, elles sont multiples. Les difficultés, elles sont multiples. En fait, pour tout vous dire, je revis la même chose que ce que j'ai vécu en mission à Madagascar pendant 3 ans. C'est-à-dire que c'est à la fois une joie énorme de se donner, mais on passe par des moments de découragement, de difficulté, de pas être compris, de solitude. Voilà. Donc tous ces moments, je les traverse encore aujourd'hui. Mais comme je vous disais, il y a une joie qui est la joie de la mission, vraiment, Qui est plus profonde. qui est plus profonde et qui fait que même si c'est dur, on passe à travers tout ça, quoi. Quelle est la phrase d'évangile qui vous porte dans votre mission? Ou la phrase du pape, ou de je sais pas, quelle est la phrase qui vous porte? Alors c'est plus qu'une phrase, hein. Moi, je suis très touché par les béatitudes. Voilà. Par les béatitudes. Voilà. 1 par les béatitudes, mais ça y est, je fais plus le tri, hein. Et 2 par l'évangile de Matthieu 25, qui, en gros, J'avais soif et vous j'avais m'avez soif, donné vous m'avez donné à à boire. manger, et surtout la fin. Mais quand est-ce que nous t'avons vu? Quand est-ce que nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons donné à boire? Voilà. Et en fait, Jésus qui dit, mais à chaque fois que vous l'avez fait un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il n'a pas dit, c'est comme si c'était à moi que vous l'avez fait. C'est moi qui étais présent. Voilà. C'est moi qui étais présent. Et en fait, voilà, je suis touché par ça parce que c'est la présence de Dieu à travers le pauvre, à travers la personne qu'on va servir et qu'on va rencontrer. En fait, de voir Jésus présent à travers lui, première chose. Et deuxième chose, en fait, c'est hyper simple. C'est ce dont on parle dans son évangile, c'est un verre d'eau, c'est une couverture, c'est un vêtement, c'est un sourire, c'est une petite visite. C'est pas des grandes choses, hein, c'est pas monter des grandes associations, des grandes œuvres, etc. C'est simplement dans la rencontre fraternelle des choses hyper simples, et que la sainteté, en fait, ça passe par des choses hyper simples, hyper concrètes. C'est pas plus qu'un sourire, qu'un verre d'eau et qu'une Portée de main de couverture tout qui le est monde, en donnée. fait. C'est à portée de main de tout le C'est à monde. portée de main de tout le monde, oui, exactement. C'est un bel encouragement. Aymeric, pour terminer, est-ce que vous avez une intention de prière à nous confier pour qu'on puisse porter votre mission, porter voilà, particulièrement cette intention? Oui, alors je voudrais vous confier plusieurs choses. Première intention, c'est quand même les volontaires qui n'ont pas encore réussi à rejoindre leur mission et pour lesquels la période est vraiment dure, vraiment compliquée. Voilà, donc les confier à votre prière. Deuxième intention, c'est les orientations sur lesquelles on est en train de travailler actuellement pour Fidesco. Voilà, qu'est-ce qu'on veut pour Fidesco pour les 5 prochaines années. Voilà, juste à moyen terme. Donc on est en train de travailler là-dessus. On essaye d'être ouvert à l'Esprit Saint et on veut toujours se laisser guider par l'Esprit Saint. Mais donc voilà, si vous pouvez prier pour que l'Esprit Saint vienne nous éclairer et nous
conduire. Voilà, et puis peut-être les quelques pays, les pays les plus en difficulté aujourd'hui. Je pense en particulier à Haïti, Mmh. heu, voilà, Madagascar qui vit des choses, difficiles, le Timor oriental qui est toujours fermé, qui risque de rester fermé, qui est dans une situation, particulière. Très bien, ben, je vous propose qu'on confie avec ceux qui nous écoutent toutes ces intentions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine Pleine de de grâce. grâce, Le le Seigneur Seigneur est est avec avec vous. vous. Vous Vous êtes êtes bénie bénie entre entre toutes toutes les les femmes, femmes, et et Jésus, Jésus, le le fruit de fruit de vos vos entrailles, entrailles, est est béni. béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère Mère de de Dieu, Dieu, priez priez pour pour nous nous pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et et à à l'heure l'heure de de notre notre mort. mort. Amen. Amen. Merci Émeric. Merci Louis-Étienne.